j'ai le plaisir d'accueillir maintenant notre grand témoin, Serge Papin. Alors Serge Papin, vous avez longtemps été à la tête du groupement coopératif Système U. On vous connaît aussi pour le manifeste Osons demain, pour la transition écologique des entreprises. Vous venez de remettre, il n'y a pas très longtemps, je crois, à 2 ministres, un rapport sur la loi Egalim, dont l'objectif est de renforcer l'ambition commune, notre ambition commune, pour préserver notre souveraineté alimentaire. Alors, quelles sont les principales recommandations de votre rapport et puis en quoi est-ce que ces recommandations font écho à tout ce que vous venez d'entendre, justement? Bien, merci. Écoutez, je voulais d'abord réagir sur ce que j'ai entendu depuis ce matin, puisque je participe à la réunion depuis ce matin. Et en fait, il y a un ressenti d'abord. Bravo, parce que c'est un modèle d'intelligence collective. Vraiment. Hein. Moi qui étais à la tête d'une coopérative et qui fait ça de nombreuses années, aller chercher cette intelligence collective, ce qui va peut-être pas être simple, c'est faire la synthèse, mais il y a des choses très, très intéressantes qui ont été dites. Et en fait, je ressentais qu'on était dans un changement d'époque. On est dans tous les propos disent qu'en fait, on est à une bifurcation et que, comme l'a dit, je crois que c'est Jean-Baptiste, au fond, ce qui sera n'est plus que la continuité de ce qui a été. Et qu'il faut être sans doute beaucoup plus créatif, beaucoup plus disruptif, même, pour utiliser un mot anglo-saxon. Et au fond, la résilience, peut-être le sens qu'on peut lui donner, c'est de s'adapter à ce contexte nouveau, hein, qui est incarné par l'évolution de la société, parce que d'une certaine manière, on est le reflet aussi des attentes sociétales qui tiennent compte de toutes les transitions qui ont été dites, climatiques, énergétiques, numériques et puis pandémiques, puisque la pandémie accélère les choses. Et au fond, dans cette résilience, on s'aperçoit que peut-être une des clés du vivre ensemble, c'est la multiterritorialité. Et que ce qu'on nous avait dit, ou du moins ce qu'on avait imaginé dans les années 80, avec la métropolisation, avec l'intensification de la production, avec l'hyperconsommation, et bien peut-être que là, on est en train de rentrer de plein pied dans une autre époque, et qu'au fond, il va peut-être falloir inventer, ou du moins moderniser, l'idée d'une ruralité nouvelle traduite dans cette multiterritorialité. Et l'alimentation va être au cœur des territoires. Et donc, elle va être un élément de réconciliation. Et on voit bien que là, la notion donc d'aménagement de ce territoire et le rôle que vont jouer les agriculteurs peut-être être dans une modernisation de ce qui a été. Et quand je discute par exemple avec des coopératives, eux me disent par rapport à ça, c'est la polyvalence, il faut qu'on modernise la polyvalence versus ce qu'était la spécialisation, peut-être là aussi des années 80, où on spécialisait les territoires, on faisait, je ne sais pas moi, des hectares et des hectares de carottes dans les Landes, de l'élevage à certains endroits. Et là, on s'aperçoit que c'est la polyvalence qui va amener de la résilience dans les territoires, la polyvalence. Et peut-être que c'est le modèle de la ferme des années 2030, non plus une spécialisation des cultures, mais peut-être une polyvalence. En tous les cas, j'ai eu cette discussion avec une grande coopérative que Maxime Guillen connaît bien, c'est Terrena, et c'était vraiment leur vision des choses. Donc, je trouve que c'est intéressant tout ce qui est en train de se passer. Et alors, donc, pour accompagner aussi cette transition, moi, j'ai rendu, en effet, comme vous le disiez, ce rapport, parce que il faut qu'on change le rapport de force, justement. Sinon, on ne va pas arriver à vivre ces transitions. Sinon, il n'y aura plus d'agriculture, bien sûr. Et c'est le rapport de force qui est le modèle dominant. Donc, il faut qu'on craque la méthode, si on peut dire.
Et on voit bien depuis, moi j'ai vu ça avec la mise en place de la loi de modernisation de l'économie, hein, c'était en 2008, on a bien vu que la guerre des prix qui se réactivait a fait porter tout l'effort des prix, donc pour le consommateur, sur le monde agricole. C'est assez facile à comprendre, hein, comme il y avait une négociation assez brutale entre le distributeur et le transformateur, c'est l'agriculteur, c'est l'agriculture qui a servi de variable d'ajustement. Et donc, moi, j'ai pu voir, comment dirais-je, un appareil agricole en souffrance hein, depuis une quinzaine d'années. Et donc là, la recommandation phare pour sortir de tout cela que je propose, c'est qu'on inverse le modèle et que la matière première agricole, donc qui va être négociée entre le producteur et le premier transformateur, eh bien, à partir d'indicateurs de coûts de production qui existent aujourd'hui, qui sont la plupart du temps portés par les interprofessions, dans lesquels on retrouve d'ailleurs tous les collèges, hein, distributeurs, transformateurs, producteurs, eh bien, ces indicateurs de coûts de production peuvent servir de référence dans le cadre de cette première négociation. Et une fois que cette négociation est faite, à partir de ces indicateurs, qui seront dûment contrôlés, eh bien, il y aura dans la négociation d'après avec le distributeur, pour la part de la matière première agricole, une non-négociabilité de ce qu'aura été la première négociation, donc qui va servir de fil conducteur et qui garantira donc là un prix dans la cour de ferme, prix qui aura été négocié et non plus l'aléa du ruissellement comme c'était le cas avant. Et assorti à ça une pluriannualité de la contractualisation, ce qui donne aussi la sérénité du temps long pour tout le monde. Parce qu'autrement, évidemment, quand on a des accords qui sont remis en cause chaque année, on ne vit que dans l'angoisse, l'inquiétude et la crainte. Alors que si on a le temps long devant soi et si on a des contrats pluriannuels, donc c'est cette théorie du contrat, ce contractualisme qui change le dialogue. Ce n'est pas simplement d'ailleurs un engagement juridique, mais c'est aussi une qualité du dialogue qui évolue. Et donc, prix des matières premières agricoles non négociables pour leur part dans l'accord commercial et pluriannualité, donc on aura là, bien sûr, une évolution du prix payé aux agriculteurs, j'en suis sûr. Il faut pour cela, bien sûr, changer le dispositif législatif et il faut sans doute amender un peu cette loi de modernisation de l'économie qui est du rapport de force, qui est brutale et qu'on amène un peu, grâce à ça, de régulation. Christiane Lambert l'a dit, l'agriculture, c'est aussi un bien commun, c'est aussi un endroit où les pouvoirs publics doivent s'impliquer. D'ailleurs, on peut constater qu'un des pays les plus libéraux, les plus libérales du monde, qui est les États-Unis, est aussi le plus interventionniste en matière d'agriculture. Donc, il faut amener un peu de bien commun dans les accords commerciaux. Sinon, on n'aura plus d'agriculture demain. Donc, c'est la souveraineté qui est en jeu aussi. Voilà.